Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Albert Augien. Albert Augien est sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Il est co-auteur avec Sandra Logier de plusieurs ouvrages sur la démocratie. Pourquoi désobéir en démocratie, paru en 2010. Le principe démocratie, paru en 2014. Ou encore Antidémocratie, paru en 2017. Et donc, je voudrais plutôt saisir l'occasion de cette rencontre pour discuter avec vous d'un phénomène. Ce phénomène, c'est le suivant, c'est l'extension de l'usage du terme désobéissance pour qualifier toutes les modalités d'action qui sont aujourd'hui mises en œuvre de façon non violente pour dénoncer l'évasion fiscale, l'emprise des banques et des multinationales sur la décision publique, l'inaction des gouvernements face à l'urgence climatique ou leur inféodation aux puissants. Il me semble que cette extension, l'extension de l'usage du terme désobéissance, repose sur la confusion assez courante qui consiste à tenir tout refus de se plier à une injonction venant d'un pouvoir pour un acte de désobéissance. Or, se mettre en grève, manifester, occuper un lieu, boycotter une firme, faire la grève de la faim, voire éventuellement voter pour un parti d'opposition, ne sont pas des actes de désobéissance civile. Même si tous ces actes signifient un rejet de l'ordre dominant. Donc qu'est-ce qui définit un acte de désobéissance civile? Et comme nous l'avons dit Sandra Logier et moi dans notre premier ouvrage, nous avons essayé d'avoir une définition stricto sensu de la désobéissance civile. Donc qu'est-ce que c'est que cette désobéissance civile stricto sensu? C'est un refus de remplir une obligation légale qui a 7 conditions. 7 conditions. La première, c'est que ce refus doit être exprimé publiquement et en nom propre. En nom propre. Deuxièmement, de façon collective et non violente. Alors, pour ceux qui verraient un petit paradoxe dans le fait qu'il faut que l'action soit présentée en nom propre et qu'elle soit collective, c'est qu'une personne qui désobéirait passerait facilement pour folle si elle est toute seule. Donc il faut, pour justifier l'acte de désobéissance, qu'on soit au moins plusieurs à dire oui, cette personne a raison, nous avons raison de ne pas appliquer cette loi. Donc de façon collective et non violente. La troisième condition, c'est en spécifiant en quoi l'obligation qu'on refuse de remplir porte atteinte à un droit ou à un principe élémentaire. Quatrième condition, et il faut fonder cette revendication, le fait de dire que cette chose est injuste ou indigne, sur l'invocation d'une raison qui est supérieure à la loi. En général, c'est des principes d'égalité, de justice, de solidarité ou de dignité qu'on invoque. Mais ce n'est pas encore tout. Il faut encore et surtout, que ce refus, le refus de remplir une obligation légale, fasse l'objet d'une action en justice, qu'elle soit civile ou administrative, afin que, sixième condition, le procès soit l'occasion de rouvrir un débat public sur la légitimité de l'obligation qui est contestée, et septième condition, que l'éventuelle sanction qui tombe sur le contrevenant suscite des réactions d'adhésion à ceux qui ont subi une répression qui est jugée injuste ou indigne de la part de l'État. Une grande partie des actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui sous l'appellation de désobéissance civile ne remplissent pas ces 7 conditions. En fait, ce sont des actions directes non violentes qui visent de façon futée, théâtrale et ludique à formuler une dénonciation publique contre les multinationales, contre les banques, contre l'inaction des gouvernements en matière de climat, etc. Si ces actions ne sont pas de la désobéissance civile, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas dans tous ces cas, parce qu'il n'existe dans tous ces cas aucune obligation légale à enfreindre. Il n'y a aucune loi qui nous oblige à polluer et à dégrader l'environnement. Et on ne peut même pas caractériser la confiscation des portraits de Macron dans les mairies comme du vol. Je pense que ce n'est pas qualifiable de vol parce qu'on ne sait pas quel est le statut exact de ces portraits dans les mairies. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les gens sont plus souvent relaxés de ces méfaits. Ce sont au contraire les grandes structures du capitalisme mondialisé qui violent la loi et qui font parfois de la désobéissance civile si on y regardait de près.
Une autre différence tient à ce que ces actions directes non violentes rejettent un principe essentiel de la désobéissance, c'est-à-dire le refus de l'anonymat. Les actions directes non violentes causent un trouble à l'ordre public, des intrusions dans les banques, des blocages d'espaces publics, des die-in, des représentations de rue, toutes sortes d'autres manifestations joyeuses, pour attirer l'attention sur les méfaits des puissants ou l'incurie ou la complicité des gouvernants avec ces puissants. Et elles le font en cherchant à produire le plus grand effet médiatique possible. Parfois, ces actions retiennent un élément de la désobéissance civile, stricto sensu. Un bon exemple de ce que ça veut dire retenir un élément de la désobéissance civile, c'est l'action que Extinction Rebellion fait en Angleterre. Et je dis en Angleterre et pas en France. En Angleterre, un élément du blocage du centre de Londres, enfin j'espère que je parle à des gens qui connaissent ces actions. Qu'est-ce qu'il faut leur rappeler quand même? Il faut les rappeler vraiment ou... Oui, un petit peu. Ah, bon. Alors là ça me met dans un écart avec le temps. Donc Extinction Rebellion, donc, c'est une organisation qui est née il y a une année, qui est née en Angleterre et qui elle-même était une organisation qui s'est constituée contre les organisations qui ronronnaient. Donc, il y a beaucoup d'activistes environnementaux en Angleterre, ils sont très, très forts, très bien organisés, mais voilà, une partie de ces gens trouvaient que voilà, ça ronronnait et qu'il fallait qu'on dépasse. Vous voyez comme quoi, même dans le camp des désobéissants, il y a encore des tiraillements entre qui est le plus efficace dans l'action ou pas. Et donc l'Extinction Rebellion est née plutôt pour déborder des actions qui commençaient à ronronner, disons, de leur point de vue. Et donc en une année, ils ont recruté beaucoup de personnes qui considéraient qu'effectivement, ça ne bougeait pas assez vite sur le climat. Ou sur la défense animale, enfin, ou sur l'aéroport d'Isco. Enfin, donc les choses, il y avait des manifestations, mais ça n'allait pas assez vite. Donc ils se disent, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure, comme on dit. Et donc leur première grande action, ça a été de bloquer le centre de Londres. C'est occuper un pont, si vous connaissez Londres, un pont qui enjambe la Tamise, et puis bloquer la zone centrale de Marble Arch, qui est centrale au-dessus de Hyde Park et qui dessert l'ensemble des grandes rues commerçantes qui font le cœur de Londres. Et effectivement, ils ont fait ça pendant 4 jours, ils ont fait des sit-ins et ils ont bloqué toute la circulation à Londres et ils ont bloqué ce pont qui interdisait le passage d'un côté à l'autre de la Tamise. Enfin, rassurez-vous, il y a beaucoup d'autres ponts. Enfin, c'est comme à la place du Châtelet actuellement, on peut l'occuper, ça ne gêne pas du tout la circulation. Donc, je ferme la parenthèse. Et Extinction Rebellion, ce qu'elle reprend comme élément de la désobéissance civile, vous voyez, ce n'est pas une action à titre personnel, on n'enfreint pas une loi, on fait comme une occupation ordinaire, c'est-à-dire qu'on occupe un espace public, ce qui est illégal, effectivement, enfin ce qui tombe sous le coup de la loi. Mais quel était l'objectif? L'objectif, c'était de congestionner le système judiciaire britannique en se faisant arrêter en masse. Ce que Gandhi avait fait en Inde. Donc c'était rendre ridicule la répression par le fait que si on réprimait vraiment tous les gens qui pensent qu'on n'en fait pas assez pour le climat, on devrait enfermer la moitié de l'Angleterre. Et donc, c'est ça le fait de la désobéissance, c'est de montrer par l'exemple que c'est ridicule, que c'est le pouvoir qui se rend ridicule en réprimant. Et donc, eux, ils l'ont fait. Et alors, pourquoi je fais donc, l'objectif, c'est faisons-nous arrêter en masse, hein, c'est ça. Donc, ça, c'est l'élément de désobéissance civile. Et donc, on va voir si les tribunaux vont suivre, hein, s'ils vont nous juger tous, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont tous nous mettre en prison, qu'est-ce qui va se passer. Et la police, combien de temps elle peut s'occuper de 1500 personnes qui vont arrêter? Bon. Et quand je dis 1500, c'est pas pour dire n'importe quoi, c'est pour dire qu'en France, ce chiffre n'existe pas. Et donc, la branche d'Extinction Rebellion, quand elle a fait la même action, quand elle a voulu faire la même action, n'a pas choisi pour 2 raisons que j'expliquerai rapidement, n'a pas choisi de congestionner le centre de Londres ou de Paris, mais d'aller, si vous vous en rappelez, à la Défense, bloquer la tour de Société Générale et la tour de Total. C'est interdire aux gens en costume cravate qui venaient là avec leur attaché case de rentrer au travail en disant voilà, ce sont des entreprises débutantes qui font de l'évasion fiscale ou qui polluent la planète. Mais il y avait 200 personnes. Alors pourquoi je dis ça? C'est que
pour avoir discuté avec la personne qui organisait ça la veille du fait qu'elle l'organisait, elle me dit, mais parce que la stratégie de la police en Angleterre, c'est d'arrêter les gens. Et la stratégie de la police en France, c'est pas d'arrêter les gens, c'est éventuellement... Enfin, c'est de les matraquer et de les asperger de gaz. Dégager, matraquer, les conseils généraux. Mais pas d'arrêter. Mais pas d'arrêter. On peut, il y a plein de techniques, mais la police française n'arrête pas les gens. Et donc, un objectif comme celui que Extinction Rébellion s'est donné à Londres ne pouvait pas être repris, même du point de vue des militants, et considérant, et c'est très important, le nombre de gens qu'il y a dans ces actions directes non violentes, le nombre de personnes est très très important. On ne peut pas faire la même chose à 10 000 et à 100. Donc voilà, c'est ça, c'est en ce sens que je dis, l'action anglaise reprenait un des éléments de la désobéissance civile qui était celui-là. Bon, alors, où en étais-je? Oui, c'est ça. C'est donc un des... Ouais. Mais il faut toujours rappeler que si tout... Alors, c'est ça un des points importants. Si toute désobéissance civile est une illégalité, toute illégalité n'est pas de la désobéissance civile. On peut faire plein d'illégalités, des occupations, brûler des usines, enfin faire plein de choses pour manifester, pour protester. Mais ce qu'on a essayé de montrer avec Sandra, c'est qu'il y a une spécificité de cette forme d'action politique qu'est la désobéissance, qui bien sûr est l'illégalité, mais pas toute l'illégalité, à notre avis en tout cas, ne devrait tomber sous le coup de la désobéissance civile, ne serait-ce que pour rendre justice aux gens qui ont fait vraiment de la désobéissance civile. Et qui l'ont fait, ce qui voulait dire qu'ils payaient de leur personne. Dans un acte collectif, en gros, on peut se faire arrêter, donc on peut avoir des conséquences personnelles, mais on peut aussi s'enfuir. Donc il n'y a pas, comment dire, une acceptation de base du fait qu'on va souffrir. Donc on peut se soustraire à la souffrance. C'est pourquoi ce qui m'intéresse dans ce qui se passe aujourd'hui, enfin, ce qui m'intéresse, le phénomène qui me fascine, que j'essaie d'analyser, se résume en une question. Et c'est cette question que je veux discuter avec vous. Pourquoi les mobilisations convoquées aujourd'hui le sont-elles sous le signe de la désobéissance civile, sous le signe de la désobéissance civile, puisque ça n'en sont pas? Et pourquoi cette appellation a-t-elle tant de succès? Un premier élément de réponse à cette question tient à la situation politique actuelle des régimes démocratiques. Cette situation est caractérisée par un phénomène qui tend à se banaliser. Ce phénomène, c'est le suivant. Les citoyens et les citoyennes se gênent de moins en moins pour faire irruption de façon impromptue dans la vie politique de leur pays et, sans se soucier de l'avis d'autorité supérieure, cherchent à imprimer une orientation différente à la manière dont les affaires publiques y sont prises en charge par leur gouvernement et par les forces qui les soutiennent. L'idée générale, c'est ça. Les citoyens et les citoyennes se gênent de moins en moins pour dire leur fait au gouvernement. L'actualité vient régulièrement donner crédit à ce constat. Je vais citer une série de choses qui illustrent ce phénomène. Donc la victoire électorale du mouvement 5 étoiles en Italie, alors je ne vais pas perdre trop de temps à expliquer tout ça, mais je fais la liste et puis ceux qui ne seront pas d'accord. Donc la victoire électorale du mouvement 5 étoiles, je rappelle que le mouvement 5 étoiles, c'est un mouvement qui est composé strictement et uniquement de citoyens ordinaires qui n'ont jamais fait de politique, qui dirigent actuellement l'Italie. Je ferme la parenthèse. Les élections de mi-mandat aux États-Unis, avec le succès d'une nouvelle génération d'élus démocrates, alors, encore une fois, j'espère que vous suivez un peu l'actualité, sinon cette liste ne vous dira pas grand-chose, mais bon, voilà, je ne vais pas... Donc, une chose que certainement vous devez voir, c'est l'insurrection civile qui a lieu actuellement en Algérie, donc les grèves lycéennes pour le changement climatique en Europe, le mouvement des Gilets jaunes en France, les élections d'amateurs de la politique à la présidence du Pakistan, de la Slovaquie et de l'Ukraine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des gens qui n'ont jamais fait de politique et qui, soudain, la population les élit à 60% des voix contre tout l'establishment politique. La révolte populaire au Soudan, qui a entraîné la destitution d'un tyran et l'établissement d'un gouvernement civil contre les militaires qui voulaient reprendre la main. Le soulèvement de Hong Kong, certainement vous devez le suivre un petit peu, contre la loi d'extradition imposée par la Chine, sans compter tant d'autres mobilisations qui sont suscitées par le caractère insupportable de l'action, de l'inaction des pouvoirs en place,
en matière d'évasion fiscale, de droits des animaux, de harcèlement sexuel ou de féminicide, par exemple. Ce sont toutes les actions où la population ou des gens concernés par les affaires publiques font valoir contre les gouvernements en place le fait qu'ils ne s'en occupent pas. Ce que toutes ces manifestations de ce qu'on peut appeler l'activisme sauvage des citoyens ordinaires démontrent, c'est que la démocratie ne se réduit pas à un régime dont l'élection est la pierre d'angle et le respect de la règle de la majorité la clé de voûte. Comme souvent les politistes pensent que la démocratie se définit. La démocratie, elle vit tout autant dans l'actualisation des principes de solidarité, d'autonomie et de pluralisme tels que les citoyens et les citoyennes ordinaires l'accomplissent dans la vie quotidienne. Donc il y a deux dimensions de la démocratie, l'une institutionnelle, l'autre sociale, je pense que je vais y revenir. Et lorsqu'un groupe de personnes considère qu'un de ces principes de solidarité, d'autonomie, de pluralisme, de justice ou de dignité, un de ces principes est bafoué par une décision des détenteurs du pouvoir, le sentiment peut naître parmi eux qu'il est inacceptable de la tolérer et légitime de s'y opposer. Pour exprimer ce sentiment, une multitude de réactions politiques leur est alors disponible. Les pétitions, les manifestations, les occupations, lancer des alertes, faire la grève, faire de l'action directe non violente, faire des boycotts, user de violence directe, rentrer en émeute ou en insurrection. Donc la désobéissance civile n'est une des réactions possibles dans l'ensemble de cette gamme de possibilités que les citoyens et les citoyennes ordinaires utilisent quand ça leur chante. Il arrive parfois que l'activisme sauvage tourne à l'affrontement direct avec le milieu de ceux et celles qui ont été élus pour les gouverner et préserver l'ordre public. Certains envisagent cet affrontement comme l'opposition entre le peuple et les élites, et bien sûr on met toujours 350 guillemets à la peuple et élite parce qu'on n'est pas d'accord avec ces notions. On peut plutôt y voir l'entrée en concurrence ouverte de deux sources de légitimité sur lesquelles repose un régime démocratique. La première de ces sources est institutionnelle, au sens où elle procède des organes de gouvernement et est fondée sur l'élection et la délégation du droit de diriger à un corps d'experts et de représentants, donc les autorités élues, les partis, les syndicats, les dépositaires de fonctions officielles et le reste. La seconde source de légitimité est sociale, au sens où elle est revendiquée par des citoyens et des citoyennes ordinaires qui s'associent de façon occasionnelle et organisée pour exiger de la part de leur gouvernement ou de leurs représentants la satisfaction de demandes que ces derniers jugent irréalistes, secondaires ou accessoires. La coexistence de ces deux sources de légitimité est consubstantielle à un régime démocratique. C'est consubstantiel à un régime démocratique. Quand une des sources manque, quand on la tarie de force par la répression, le régime démocratique est bancal. Or, reconnaître le fait qu'il y a deux sources de légitimité dans un régime démocratique, continue à soulever bien des réticences. Pour les uns, admettre que la légitimité des urnes pourrait être remise en cause par la légitimité de la rue reviendrait à miner les deux piliers de la démocratie, ce que j'ai nommé déjà, l'élection et la règle de la majorité. Pour d'autres, ce serait accepter une insupportable atteinte à l'autorité de l'État qui rendrait tout exercice du pouvoir impossible. Pour une troisième catégorie de personnes, enfin, à laquelle Sandra Logier et moi nous appartenons, c'est admettre que les citoyens et les citoyennes ordinaires ont le droit absolu et inconditionnel de reprendre le contrôle sur des décisions qui pèsent sur leur avenir et qu'ils n'entendent plus abandonner aux mains d'experts et de spécialistes. Donc, sauf pour ceux qui endossent cette troisième position, moi j'ai donné deux spécimens, l'irruption de la rue en politique pose une question. Qu'est-ce qui autorise un groupe de citoyens et de citoyennes qui n'a reçu aucun mandat pour agir au nom d'une population à remettre en cause ou à enfreindre une loi qui est régulièrement adoptée par des représentants élus dans le cadre d'un système parlementaire? C'est une des questions que pose la commission d'un acte de désobéissance civile, et c'est peut-être pour cela que la confusion avec les actions directes violentes, non violentes est entretenue. Mais il faut revenir maintenant à la désobéissance civile et à ses motifs modernes.
La désobéissance civile a reçu ses lettres de noblesse dans la défense de grandes causes comme la domination coloniale, la ségrégation raciale, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, l'avortement, la dépénalisation de l'homosexualité, par exemple. Mais ces temps sont révolus, et j'espère que vous accepterez avec moi que, en fait, ces combats ont été remportés et que ces droits ont été acquis grâce à des actions de désobéissance civile. Donc il y a deux grands motifs aujourd'hui qui alimentent les actes de désobéissance civile. Le premier motif, c'est le droit des étrangers. Donc l'aide et l'accueil des clandestins, le combat contre les expulsions, le refus de la délation, l'opposition aux arrestations et la régularisation des personnes qui sont en état de clandestinité. Donc ça, c'est un grand domaine où l'action de désobéissance civile est conduite par des citoyens et des citoyennes ordinaires, éclairés, et qui produit des victoires. Le deuxième motif qui justifie des actes de désobéissance civile, c'est ce que j'appelle l'extension des droits et des libertés des individus. Et il y a, dans ce domaine-là, trois modalités sous lesquelles, et là je fais référence au livre et aux analyses empiriques, donc c'est des actions qui sont menées concrètement. Donc c'est l'analyse qui est faite à partir, donc en 2010-2011, quand on faisait le livre Alexandra, sur les types d'actions de désobéissance civile qui sont menées à l'heure. Donc, trois modalités. Soit un groupe d'activistes se met en illégalité en articulant sa revendication à l'action politique d'une opposition parlementaire ou d'ONG et d'associations extra-parlementaires. Donc c'est le cas des faucheurs d'OGM, par exemple. Je vais prendre celui-là, mais il y a beaucoup d'autres. Greenpeace, Amnesty, WWF, le DAL, la ANV COP21, enfin tout ça, il y a des personnes qui font des actions, et à un autre degré, les directions d'organisation s'appuient sur ces actions pour négocier avec les pouvoirs publics, ou des multinationales, ou des banques, pour modifier. C'est des choses qui arrivent tous les matins. Mais voilà, donc ça, on fait une action, mais elle est articulée avec une organisation qui va, disons, faire fructifier cette action pour faire changer les choses. Et je tiens à singulariser cette chose-là parce que ça se distingue des actions de désobéissance civile qui sont purement individuelles. Donc c'est la deuxième catégorie. C'est des personnes auxquelles une loi impose une atteinte à leur liberté individuelle et qu'ils choisissent de ne pas s'y soumettre pour dénoncer la situation qui leur est faite, que la loi leur fait. Et le cas exemplaire, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, on peut soit décider, avec l'aide d'amis ou de médecins bénévoles, de mettre fin à la vie indigne d'un proche, sans le dire, soit on peut le dire publiquement, comme Madame Humbert l'a fait, et on transformer ce cas où elle dit « j'ai tué mon fils ». Ouais. Attendez, il y a un micro, je m'excuse, j'entends. Il y a un micro. Non, il dit que vous avez dit tout à l'heure que la désobéissance civile devait être collective. Donc il ne comprend pas pourquoi vous parlez. Ah non, parce que attendez, oui. Je traduis. Hein. Elle est collective au sens où on peut faire. Thérèse Humbert, quand elle dit je fais ça, elle ne le fait pas parce qu'elle se lève le matin en disant je vais tuer mon fils. Elle le fait parce qu'il y a une association de combat et quand elle. Vous voyez, la différence elle est simple, elle est entre des personnes qui commettent un acte qui contrevient à la loi, mais qui le font de façon clandestine pour être en accord avec leur conscience, ou des gens qui décrètent, qui vont se mettre sur le devant de la scène en disant je ne le fais pas et jugez-moi et on verra. Et quand quelqu'un décide de faire cette action à titre personnel, elle ne l'a pas fait déjà à titre personnel, elle l'a fait avec le médecin. Il était au moins déjà deux. En plus, il y avait derrière une association de gens qui se battent pour la légalisation de l'euthanasie. Donc, ce n'est pas une action qu'elle fait à titre personnel, mais enfin, elle est collective dans ce sens-là, où elle porte une revendication que beaucoup de gens portent. Peu importe le nombre de gens. Mais il y a une série de gens qui portent cette revendication-là, et elle décrète à un certain moment qu'il est inadmissible de faire ça dans la clandestinité et qu'il faut changer la loi. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair la différence entre les deux?
Mais par exemple, je le prends parce que c'est un cas qui souvent on comprend. Enfin, dans des débats anciens sur la désobéissance civile, quand je citais ça, ça clouait le bec à beaucoup de gens qui disaient que c'était illégitime la désobéissance civile. Par exemple, mais c'est quoi ces gens qui n'ont pas de mandat, qui décrètent, qui êtes-vous pour dire contre le Parlement que vous avez plus de droit à dire la justice ou pas? Et quand on parle de l'euthanasie, soudain je m'apercevais qu'ils ils comprenaient bien le problème. Il y a un problème où on peut, en toute légitimité, demander quelque chose. Comme pour l'avortement, quand les 343 femmes ont signé le manifeste des 343 salons en disant j'ai subi ou je me suis fait avorter, c'était de l'illégalité. Et c'est cette illégalité-là qui a permis que la loi change. Bon. Pareil, je dis l'euthanasie, mais c'est vrai pour la procréation artificielle, c'est vrai aussi pour le fichage ADN. Il y a une loi qui vous oblige à donner votre ADN quand vous êtes arrêté. Et beaucoup de gens refusent de le faire et se mettent de fait en désobéissance civile et sont poursuivis pour cet acte-là. Un refus de donner son ADN sur un coton-tige, et donc il y a des pamphlets qui circulent en disant vous avez le droit de refuser. Oui. Et en quoi ça diffère de l'objection de conscience? Vraiment, pourquoi vous prenez pas la réponse Tout à l'heure, je ne pas parler. En quoi Ah non, mais voilà, alors, il faut prendre un principe. Quand j'ai commencé ce topo en disant Sandra Logier et moi, nous avons décidé, en tant qu'universitaire, d'avoir des définitions strictes des choses. Donc, quand je dis les actions qui sont menées aujourd'hui ne sont pas de la désobéissance, c'est en regard de la définition stricto sensu que nous avons voulu donner à notre objet au départ de notre recherche. D'accord ? L'objection de conscience entre dans un autre. Voilà. Vous n'avez pas besoin de faire de la désobéissance civile si vous êtes un objecteur de conscience. Par contre, vous voyez ce que je veux dire ? Si vous vous déclarez objecteur de conscience, il y a un comité qui va juger est-ce que oui ou non vous avez le droit d'être un objecteur de conscience. Donc, objecteur de conscience, c'est un statut que vous pouvez revendiquer. Ce n'est pas une désobéissance. C'est pas une désobéissance. Désobéir, c'est, pendant la guerre du Vietnam, partir au Canada et ne pas répondre à la conscription. Ça, c'est de la désobéissance. Ce n'est pas d'objection de conscience. Mais là, encore une fois, il faudra accepter le principe qu'il y a différentes actions qui ont différentes définitions, qui ont différentes caractéristiques, et que les gens se servent de ces caractéristiques pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est plutôt une ligne sur laquelle Sandra et moi, on aide de se dire c'est au moins rendre justice à des gens qui se mettent en désobéissance civile, au moins reconnaître qu'il y a un statut d'objecteur de conscience, et il n'y a pas de statut de désobéissance civile. Il y a aujourd'hui un statut de lanceur d'alerte, mais la désobéissance civile est un vide juridique. Ça n'existe pas en droit. Ça n'existe pas. Bon, donc je passe sur ce. Donc, vous voyez, la différence, c'est d'une part, il y a une action qui est articulée avec des instances qui vont négocier au niveau politique d'un changement de législation. Et donc les faucheurs de chaises ou les faucheurs, mais surtout les faucheurs de GM, parce que les faucheurs de GM c'est un vrai succès, c'est-à-dire les gens fauchaient, ils ne le faisaient pas masquer, ils se faisaient arrêter exprès pour qu'il y ait des procès, et ça a abouti à un moratoire sur les OGM voté par le Parlement européen. Donc c'est un vrai succès. Les faucheurs de chaises, malheureusement, l'évasion fiscale, ça continue à filer, mais bon, il faut continuer. Dans l'autre cas, Thérèse Imbert, la loi n'a toujours pas changé. Elle s'est un peu améliorée, mais il n'y a toujours pas un droit en France équivalent au droit suisse ou au droit belge qui permet de mettre la fin à ses jours si on trouve qu'elle est invalide. Voilà. Donc le combat continue pour ces gens-là. Mais ils font appel à un argument moral pour la société en général. Il y a un troisième type de désobéissance. Il se fait que moi, je travaillais sur ce sujet-là en 2010. Des individus qui décident de faire entendre une revendication collective qu'aucune organisation officielle, en particulier les syndicats, prend en charge dans l'univers politique. C'est ce qui se passe dans le cas des agents et des professionnels du service public, c'est le secteur que j'étudiais à l'époque des années 2010, quand toutes les lois restrictives des services publics faisaient que des agents de service public se sentaient mal à fermer les compteurs d'électricité des gens qui n'avaient pas d'argent, ou dans les hôpitaux, dans tous les services où il y a pénurie de personnel, les gens se sont mis à faire de la désobéissance civile. C'était juste à l'école. Dans beaucoup de cas, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais à l'école, il y a au moment des lois d'Arcus, peut-être que vous êtes trop jeune pour avoir connu les lois d'Arcus,
Mais au moment des lois d'Arcos, il y avait beaucoup de lois qui transformaient le métier de professeur et qui étaient insupportables aux profs et qui ont fait des déclarations en disant je n'appliquerai pas la loi, dont un est très très connu, qui s'appelle la loi de Fano, qui avait diffusé un formulaire à tout le monde en disant voilà, vous remplissez ça sur l'honneur, je ne peux pas appliquer cette loi qui va contre mes principes, et donc voilà, sanctionnez-moi. Les gens ont été d'ailleurs sanctionnés. Alors on s'est moqué d'eux parce que les sanctions, c'est un demi-jour de salaire supprimé. Alors les gens diront, quand on pense à Martin Luther King ou à Gandhi, bon, un demi-jour de salaire. Mais quand même, à l'université, c'est pareil, les profs ont refusé à l'époque de la loi de Valérie Pécresse de rendre les notes à la fin de l'année. Et comme vous avez vu, pour le baccalauréat, c'est la même chose qui a été faite. Et ce sont des actes de désobéissance civile, hein. On les note pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'actes de désobéissance civile qui consistent à bloquer la machine administrative en ne remplissant pas des fichiers informatiques qu'on trouve indignes. Bon, ça c'est tout un champ, mais je vais aller plus vite maintenant. Donc voilà, donc il y a trois modalités dans ce grand motif qui est la défense des droits politiques et sociaux des citoyens. La désobéissance civile peut être une arme, une forme d'action politique qui sert, dans les conditions que j'ai dites, pour modifier la situation. Bon, mais toutes ces modalités de désobéissance reposent sur un engagement individuel. Encore une fois, je dis c'est quand même la marque de fabrique de la désobéissance, que ce soit à titre propre. Et bon, enfin, il y a quelqu'un ici qui a pu vivre ça sur ses os. Mais bon. Mais donc je dois juste signaler un développement récent, qui est ce que j'appelle la désobéissance civile institutionnelle. Alors qu'est-ce que c'est que la désobéissance civile institutionnelle? Donc, vous allez le comprendre par des exemples que je vous donne. La première désobéissance civile institutionnelle, c'est lorsque Donald Trump a pris des mesures contre les clandestins et les migrants, et une série d'abord d'universités, puis de villes, puis d'États ont décrété leur territoire sanctuaire. C'est-à-dire ils n'appliqueront pas les décrets, la loi officielle de l'État fédéral dans leur territoire. C'est-à-dire qu'ils se mettaient en opposition à une loi qu'ils jugeaient injuste et indigne. Et donc c'était les institutions qui sont normalement chargées d'appliquer la loi commune qui refusaient de l'appliquer. Donc c'est en ce sens que j'appelle ça une désobéissance civile institutionnelle. C'est les institutions qui se retournent contre l'institution suprême, l'État, en disant « nous n'appliquerons pas ça ». Et il y en a quelques autres exemples assez intéressants. Donc, probablement vous connaissez l'exemple du gouvernement catalan qui a désobéi à l'État espagnol en organisant un référendum d'indépendance et dont les leaders sont aujourd'hui encore... Donc il y a donc il y a deux gouvernements catalans qui ont subi les foudres de la justice espagnole pour cet acte de désobéissance. Donc le premier d'Arturo Mas et le second de Puigdemont. Et ils sont encore en procès actuellement. Donc c'est véritablement ça, c'est un acte de désobéissance civile. Nous, et on peut les nommer, ils sont aujourd'hui en prison, n'appliquons pas, enfin refusons d'obéir à la loi qui nous a permis de faire un référendum. Alors il y a un autre exemple, mais qui est un peu plus anecdotique, parce qu'on ne sait pas s'il rentrera jamais en vigueur, c'est l'appel que Yanis Varoufakis fait, ou que Jean-Luc Mélenchon peut faire à sa suite, à la désobéissance constructive contre les traités européens. Donc, si on arrive au pouvoir, on désobéira aux traités européens parce qu'on les trouve injustes jusqu'à ce qu'ils tombent. Donc, ça s'appelle la désobéissance constructive. Vous voyez, ce serait un État qui se retournerait contre, contre l'Union européenne. Ou alors, il y a un autre cas, c'est l'autoproclamation de Juan Guaido au Venezuela en tant que président. Il s'est soudain décrété président contre le président qui était élu. Et il y a eu cette espèce de confrontation qui n'a toujours pas cessé d'ailleurs aujourd'hui, qui s'est un peu atténuée, entre quelqu'un qui était président du Parlement vénézuélien, qui s'opposait au président élu du pays. Et puis il y a un cas plus récent, peut-être que vous l'avez constaté, c'est les maires français qui s'opposent à l'interdiction qu'il aurait faite d'interdire les épandages de pesticides. Donc c'est voilà, des gens chargés de l'administration de la loi, les maires, à qui on interdit de faire. Vous voyez l'histoire, il y a un maire qui a fait ça, et l'État a dit c'est pas votre droit de le faire, donc vous n'avez pas le droit de le faire, et plein de maires ont commencé à prendre des arrêts en contradiction avec une obligation qui leur a été faite par l'État de ne pas le faire, donc ils se sont mis en désobéissance civile aussi. Bon voilà,
je voulais juste signaler ce développement-là. Il y a plein de choses à en dire, mais je pense qu'il est temps de revenir à la question que j'ai posée d'emblée après cette espèce de petit excursus sur la désobéissance civile. Bon, ça va, je crois que je vais arriver dans le temps. Donc revenons à la question que j'ai posée dans la... Pourquoi l'activisme environnemental se réclame-t-il de la désobéissance civile alors qu'il n'en suit pas les règles? La réponse qui m'est venue à l'esprit, la première, et bon, on va travailler là-dessus, c'est la suivante. C'est le succès que rencontre aujourd'hui la qualification de désobéissance tient à ce qu'elle s'accorde parfaitement avec l'esprit de l'époque, au sens où ceux qui mobilisent celles et ceux qui s'engagent dans la protestation aujourd'hui conçoivent la désobéissance comme une forme d'action qui leur garantit trois choses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. La première chose, c'est l'immédiateté. C'est la croyance dans laquelle le fait qu'en mettant son corps en jeu dans une action forte sur la rue, un gouvernement va céder immédiatement à cette demande. Parce que les manifestations, ça sert à quoi? Les pétitions, qu'est-ce que ça donne? Militer dans les partis, aller au Parlement, tout ça ne sert à rien. Par contre, si je me mets dans la rue, alors je vais avoir immédiatement un résultat. Donc les plus méchants disent que c'est le tout et tout de suite. On veut tout de suite. Et voilà, cette croyance-là, ma question c'est pourquoi ça attire tellement d'intérêt de dire la désobéissance? Donc c'est l'immédiateté de la chose qui tranche avec les choses qui ne sont pas immédiates. La deuxième chose qu'apporte l'usage du terme désobéissance, ou ce qu'on y associe, c'est la médiatisation. Avec cette idée que je trouve très curieuse, je comprends quand même, que tout acte militant, s'il n'est pas vu à la télévision, n'a pas existé. Et donc, il faut faire parler de soi, et pour faire parler de soi, il faut rechercher un moyen de visibilisation suffisamment attractif pour que les caméras soient là. BFM, TF1, et tutti quanti, et même si ça peut être les radios américaines soient là, les télés américaines, c'est formidable. Et donc, la question de la médiatisation, elle pousse à découvrir des formes originales, neuves. Vous savez que ça s'épuise toujours. Donc on va mettre les clowns un jour, mais si on met les clowns tous les jours, donc il va falloir trouver autre chose. Alors le lendemain, on va faire un sit-in, après on va enlever les portraits de Macron. Je vous titille juste. Mais c'est un phénomène que j'analyse depuis un certain nombre d'années, en particulier à Notre-Dame-des-Landes. C'est très étrange le rapport avec la médiatisation. Ce transfert, et vous verrez dans ma chute pourquoi je dis ça. Cette idée qu'une action n'a pas existé s'il n'est pas vue à la télévision, elle est assez hallucinante, pour moi. Et la troisième chose que la référence à la désobéissance semble apporter, c'est une chose qui contente beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est le refus de l'idéologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mobilisations actuelles sont fondées sur une raison, une bonne raison, dont la justesse paraît indiscutable. L'urgence climatique, telle qu'elle est décrite par la science et au nom de la sauvegarde de la vie sur Terre ou de la survie de l'humanité. Donc là, il y a une espèce d'enjeu existentiel absolument incroyable. Et donc, c'est indiscutable. On n'a pas besoin de... Voilà, on vous dit, voilà, la Terre a explosé, qu'est-ce que tu fais? Donc elles sont fondées sur une raison dont la justesse paraît indiscutable, et pas sur les causes qui expliquent l'émergence de cette raison. Par exemple, on pourrait dire le capitalisme financier, le productivisme, le consumérisme. C'est comme si la science et la morale avaient en elles-mêmes la force de convaincre des gouvernements de changer immédiatement leur manière de faire. Et c'est assez étrange parce que ça revient à négliger le fait que des gouvernements défendent des intérêts. Si on leur disait, mais la science a dit que vous êtes dans l'erreur, hein. Ah oui, alors le gouvernement va dire, ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tiens, finalement, on va annuler les multinationales, on va demander aux banques de ne pas envoyer l'argent ailleurs que dans les paradis fiscaux. Jusqu'à présent, le militantisme consistait à comprendre la logique de ces intérêts en produisant une explication de la rationalité à l'œuvre dans le processus de prise de décision qui les matérialisait, c'est-à-dire les décisions gouvernementales ou d'instances type l'Europe, sans aller dans d'autres instances qui prennent aussi des décisions importantes. Or, c'est précisément là où une rupture s'opère dans la tradition avec le recours à la désobéissance. Les jeunes générations, bon, je m'excuse,
Plutôt, c'est sur leurs épaules que ça tombe, ce truc-là. Les jeunes générations n'entendent plus se faire dicter ce qu'elles doivent penser par des autorités supérieures armées d'une théorie. Comme le font, comme essayent de le faire, c'est les vrais militants des partis ou des syndicats qui ont toutes les difficultés du monde pour convaincre ceux et celles qu'ils approchent à adhérer aux explications qu'ils donnent du monde et aux mots d'ordre qui en découlent. Bon, j'espère que c'est quelque chose qui est sensible pour vous. Enfin, je pense que chez beaucoup de militants, c'est la panade. C'est aller parler à un jeune, c'est vraiment... Le monde de... Alors, si vous pouvez me démentir, ça serait formidable. Le monde de l'idéologie est devenu un repoussoir et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une expression de nature politique est devenu un objet de rejet et de dégoût. C'est ce qui me conduit à penser que si les mobilisations actuelles sont convoquées sous le signe de la désobéissance civile, c'est qu'en utilisant cette appellation, on fait de la politique sans le dire. Autrement dit, désobéir aurait cela d'avantageux que ce ne serait pas faire de la politique. Certains pensent que c'est justement là la limite de ces mobilisations. Les luttes contemporaines contre l'évasion fiscale ou l'inaction face à l'urgence climatique se justifient par la nécessité d'exercer une pression incessante sur les gouvernements, en les harcelant, en dévoilant les manœuvres de dissimulation, les turpitudes des représentants, des autorités ou des multinationales, en travaillant à éveiller les consciences, en organisant des coalitions transnationales pour le faire, et en portant le débat public au sein d'enceintes internationales. Bon, il est inutile de prendre ce bel exemple, c'est Greta Thunberg qui est un peu partout. On va se poser la question de savoir pourquoi elle doit aller à l'ONU, où est-ce que Trump va lui laisser son siège. C'est pas du tout une critique, hein, si vous comprenez bien, c'est de dire comment se fait-il que cette parole est tellement légitime qu'il faille l'inviter à l'ONU, c'est-à-dire qu'elle a toute sa place à parler au Parlement français, à tous les parlements du monde. Et... Donc là, c'est que la pression marche. Attendez, encore une fois, bon, je vous titille, mais je veux rappeler, enfin je veux dire une chose. Je n'ai absolument rien contre ces actions. Ces actions ne sont pas de la désobéissance civile, ce sont des actions extrêmement importantes qui disent une chose au gouvernement, on ne lâchera pas l'affaire et vous ne ferez pas ce que vous voulez. Et elles ne disent pas autre chose que ça, et c'est très, très, très important. L'ambition de ces actions est donc d'obtenir des transformations du consensus sur lesquels repose l'état actuel des rapports de force politique sur la planète, en termes de distribution des pouvoirs, d'organisation et de production de la richesse, et de redistribution des fruits de la richesse aux populations. Or, il importe de reconnaître que cette ambition est de nature politique. Il n'y a pas plus politique que ça. Une action collective qui essaie de faire changer une décision publique, c'est de la politique. Il existe pour le moment une sorte de répartition des rôles, dont j'ai déjà parlé, aux foules de manifestants de faire pression et aux porte-parole des organisations qui négocient avec les États de s'appuyer sur cette pression pour transformer les politiques mondiales en faveur du climat, de la biodiversité, de la justice climatique et contre l'évasion fiscale. Ça pose une question. Est-ce que c'est une question ouverte complètement et pour observer le futur, quoi. Est-ce que cette répartition des rôles va durer encore longtemps, ou est-ce que les activistes des plus jeunes générations vont comprendre qu'il leur faut se doter d'une théorie de leur pratique et accepter sans complexe de traduire le rapport nouveau qu'ils entretiennent aux politiques en s'emparant des institutions? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont décider d'occuper les parlements? Occuper comment? Comme vous le savez, le heurt de stratégie, vous le savez certainement, c'est dans la brochure ici. Comme vous le savez, le heurt de stratégie qui a eu lieu à l'occasion du contre-sommet du G7 à Biarritz, donc peut-être je parle pas pour des convaincus, mais c'est ma conclusion, donc je vais la dire. Donc comme vous le savez, le heurt des stratégies qui a eu lieu a soulevé un débat au sujet des alliances entre organisations protestataires autour du recours ou non à la violence. Donc, ce qui est une question importante actuellement. Est-ce que oui ou non? Vous voyez, c'est assez intéressant cette question-là parce que c'est comme pour l'extinction rébellion à Londres, ça veut dire que même les gens qui font des actions non violentes aujourd'hui pensent que ça ne suffit pas encore et donc il faut passer à la violence. Donc il y a toujours une montée en gamme dans la protestation quand il n'y a pas de réponse en face. Et comme je l'ai dit, les gouvernements ne vont pas répondre. Enfin, il y a peu de chance. Cette question me semble en fait tout à fait annexe.
Le débat, en fait, devrait porter pas sur la violence et la non-violence, mais sur une question qui est beaucoup plus large, que j'ai un peu évoquée auparavant. C'est le rapport à la conquête et à l'exercice du pouvoir par des forces qui veulent en finir avec la désorganisation du monde que le capitalisme financier est en train d'imposer. C'est ça la question qu'on a devant nous, et comment le faire. Sur ce point, le chemin à parcourir semble encore long, mais on peut penser que bien des gens marchent en cette direction, même s'ils ne le savent pas encore. Reste donc à découvrir le moyen de le leur faire savoir. Voilà, simplement, moi je peux témoigner d'avoir fauché des chaises dans le cadre d'une action qui avait été initiée par différentes organisations, dont ATTAC, auxquelles j'adhère depuis presque l'origine. Donc j'ai participé à cette action qui avait comme objectif, je rappelle rapidement, c'était effectivement de dénoncer l'évasion fiscale et de dire surtout au moment de la COP21, on cherche de l'argent pour la transition écologique. Cet argent, il est dans les paradis fiscaux en particulier, et donc il suffit d'aller chercher. Enfin, bon, c'est dit très simplement, mais bon, c'était une manière donc d'alerter effectivement les pouvoirs publics sur le fait qu'on ne peut pas continuellement se ranger derrière le fait qu'il n'y a pas les moyens d'eux. Il y a des moyens d'eux, il faut le vouloir et le décider. Voilà. Et donc, à l'occasion d'une université d'été, j'avais suivi un atelier où il était question justement d'aller au-delà des manifestations, des pétitions, des alertes qu'on peut lancer contre les politiques en place, mener des actions de désobéissance civile. Donc, d'organiser des fauchages de chaises dans les banques, en particulier des banques particulièrement réputées pour le nombre de filiales qu'elles ont dans les paradis fiscaux, dont la BNP Paribas. Donc, il s'agissait, à titre d'exemple, de prendre un acompte. Les chaises, c'était un acompte. Vous n'avez pas encore payé toutes vos dettes, vous n'avez pas rendu tout ce que vous voudriez rendre. On prend un acompte, on va chercher quelques chaises. Et on a été comme ça, assez nombreux à faire ça en France. On le faisait collectivement, bien sûr. On arrivait à visage découvert dans les banques et on fauchait 3 chaises. En France, donc, il y a eu plus de 250 chaises qui ont été comme ça volées. Empruntées, je tiens beaucoup au terme. Et voilà, et donc il y a eu peu de poursuites, mais malgré tout, on savait que ça tombait sous le coup du vol en réunion, donc 50 prisons, 75 000 € d'amende. Mais bon, en fait, il y a que 3 personnes dans toutes celles qui ont été faucheuses, qui ont été traduites en justice, dont moi-même. Moi, j'étais militant d'ATTAC. Le premier qui a été traduit, c'est un militant d'une association basque, BIZI, qui était aussi à l'origine de cette action. Le deuxième, c'était Florent Compin, qui était président des Amis de la Terre, et puis moi-même, qui était militant d'ATTAC d'un comité local à Carpentras. Voilà. Alors après, bon, tout à l'heure, on parlait des risques qu'on prend. Effectivement, bon, on est conscient, on n'a pas de raison. Bon. Qu'est-ce que ça fait d'être traduit en justice, etc. Bon, à part un bref instant où quand même je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui ça va me prendre la tête, j'ai un petit peu vacillé, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'en fait, c'était une action collective, et dès l'instant où le collectif, l'association nationale et les camarades locaux, etc., se sont dit, ne te fais pas de bile, on t'accompagne, on va te soutenir, on va organiser quelque chose, on va médiatiser. Donc ça va nous aider aussi. Et finalement, l'association ATTAC était assez contente que je passe au tribunal, parce que c'était l'occasion jamais de faire un rassemblement important à Carpentras. Voilà, donc j'avais aussi refusé de donner mes empreintes génétiques, parce que ça, je trouvais ça relativement inapproprié et scandaleux, parce que je n'étais pas une délinquante, et ça j'ai toujours dit que je n'étais pas délinquant. Et donc, voilà, ça s'est passé finalement très bien. Moi j'étais relaxée. D'une part, sur le refus de donner les empreintes, la nullité des poursuites a été prononcée, parce qu'en fait la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour le fait que le prélèvement est trop systématiquement demandé et qu'il devrait y avoir une espèce de gradation dans les délits pour l'exiger. Et donc ça a été reconnu comme nul.
Et ensuite, moi j'étais relaxé parce que il n'y avait pas véritable. Enfin, le juge a reconnu qu'il n'y avait pas d'intention de vol, c'est-à-dire il n'y avait pas d'acte avec un intérêt personnel, particulier, à emprunter ces chaises. Donc, d'autant plus que ces chaises, on avait fait des manifestations pour les rendre à un service public. Parce que l'idée, c'était quand même de dénoncer le fait que l'évasion fiscale, ça, effectivement, dans un premier temps, c'était pour justifier qu'il y avait de l'argent pour la transition écologique, mais ça, on a fait aussi toute une campagne au sein d'Attaque pour montrer que sur le budget français, par exemple, ça desservait largement les services publics, hein, puisque c'est de l'argent qui manque au budget de l'État. Et d'ailleurs, au moment du procès, même le procureur qui était là, il m'a dit, mais tout le monde le sait, ça, que la justice ne peut pas fonctionner dans les conditions où elle est, avec le manque de moyens. Donc, c'était un procès, une séance de tribunal qui était quand même assez surréaliste aussi, hein, parce que finalement, on était entre gens qui se comprenaient, qui étaient relativement d'accord sur le fond. Mais ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est quand même que ça, dans une petite ville, par exemple, comme Carpentras, et je pense qu'on n'a pas poursuivi des gens dans les grandes villes à dessein, dans une petite ville, ça a permis quand même de montrer, de faire parler, de dénoncer, de donner à voir qu'on pouvait ne pas se contenter de faire les choses comme n'importe quel citoyen essaie de le faire, c'est-à-dire consciencieusement, respectant les règles. On peut sortir à un certain moment, on peut désobéir, pas désobéir tout le temps, mais on peut désobéir pour signifier qu'en tant que citoyen, on en a assez. Et j'ai bien aimé votre distinction, effectivement, enfin, votre exposé, disant que la démocratie, ça va des deux sens, c'est-à-dire l'institution, enfin ceux qui sont élus, la représentation, la démocratie par représentation, et aussi la rue. Et si on ne tient pas les deux, on n'est pas en démocratie. Ben, ça, je l'ai vraiment expérimenté, je trouve que ça, c'est vrai. Et ça m'intéresse beaucoup que vous ayez dit des choses comme ça. Et donc la distinction que je fais, c'est une distinction, peut-être que vous avez échappé, qui a été trop vite. Vous me permettez de préciser le propos. C'est la distinction qui est basée sur l'idée, est-ce que vous avez la théorie de votre pratique? Les vrais militants, non, alors après, on peut après rentrer pilailler en disant, mais qu'est-ce que c'est une théorie, qu'est-ce que c'est une pratique, quel est le rapport entre les deux? Je suis d'accord. Mais on va dire ça comme ça autrement. Pendant une année, j'ai fait un séminaire de recherche maintenant avec une personne qui est militante au sens où ça fait déjà 15 ans qu'elle a traversé l'ensemble des partis de la gauche et qui fait maintenant des listes citoyennes, qui est une personne d'ailleurs, c'est pas non plus un secret, qui est c'est la personne qui était co-listier de la personne qui pouvait faire chuter Manuel Valls aux dernières élections législatives à l'élu. Donc, qui était à France Insoumise. Et lui, son gros problème, c'est qu'il ne peut pas parler aux citoyens. Il n'y a jamais personne. Okay. Et donc, lui, il a une théorie qui va expliquer le malheur des gens. Je fais vite, hein, mais on peut rentrer dans le détail. En gros, c'est dérivé un peu du marxisme. En tout cas, c'est une théorie de la domination. Il faut avoir des gros termes comme ça. Voilà. Et il faut surtout que les gens vous écoutent. Combien de militants je connais qui, quand ils distribuent des tracts, on leur jette à la figure, on dit « Oh, c'est politique, c'est dégueulasse, ça ». D'ailleurs, ce type, ce garçon avec qui j'ai fait ce séminaire, a écrit un article dans une revue en ligne qui s'appelle AOC, ça s'appelle « La politique Burke. ». Et lui, ça fait 20 ans qu'il en fait, il continue à en faire, il continue à militer dans les quartiers, vraiment, du matin au soir. Et la question pour lui, c'est à quoi ça sert? Et bon, je ne raconterai pas l'ensemble des anecdotes qu'il a subies, et puis bon, on a amené dans ce séminaire d'autres personnes comme ça. C'est la difficulté, et surtout, bon, disons, il y a une traduction absolument qui désespère beaucoup de gens, c'est les jeunes ne vont pas voter. Bon, alors, après on peut dire, après on peut discuter sur je suis bien d'accord sur la nature du vote. Alors ça m'avait déjà... alors,
En lisant la presse, ça m'avait beaucoup énervé quand je lisais des articles sur les grèves lycéennes. Et d'une certaine manière, pour discréditer les grèves lycéennes pour le climat, j'espère que tout le monde voit ce que c'est les grèves lycéennes pour le climat. Donc c'est des enfants, des enfants qui n'ont pas le droit de citer, qui ont décidé à 14-15 ans qu'ils en avaient assez, que leur place n'était pas à l'école à apprendre ce qu'il fallait faire, mais dans la rue pour demander au gouvernement de changer la politique pour le climat. Alors, entre parenthèses, ce qui est intéressant dans ces mouvements, c'est que les directions d'école et les professeurs sont d'accord, alors que ça rentre sous la coupe de ce que j'ai appelé la désobéissance civile institutionnelle. Et normalement, leur mission est de garder les enfants à l'école. Et quand on voit des directeurs d'école ou des profs qui vont avec leurs enfants, avec leurs élèves dans la rue, bon, normalement, sociologiquement, ça pose un problème. Même politiquement, ça pose un problème. Je ferme la parenthèse. Donc, pour discréditer ces mouvements, les gens disaient « Ah, où sont les quartiers ?» Vous voyez, où sont les gens? Vous représentez qui? Vous représentez la jeunesse bourgeoise, super argentée. On ne dit pas ça comme ça, parce qu'on dit désargentée. Et donc, ma réponse à ça, c'est que c'est bien possible que ce ne soit que des petits bourgeois qui ont plein d'argent dans les poches et qui roulent en BMW et en SUV à 14 ans. C'est pas ça l'important pour moi, l'important c'est la parole qui porte. Encore une fois, je le dis par rapport au motif de la... Ils ne sont pas à demander... Ils ne luttent pas pour la lutte des classes, ils ne luttent pas pour renverser la bourgeoisie, ils luttent pour l'urgence climatique. Et ils ont une doléance centrale, c'est l'inaction du gouvernement. Pour qui partage cette idée? En gros, les gouvernements sont inactifs pour un tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Je trouve la revendication juste d'où qu'elle vienne. Et la désobéissance civile, une dimension de la désobéissance civile, c'est de ne pas laisser une question injuste ou indigne ou inégale exister dans une société sans qu'elle ne soit soumise au débat public constamment. Quand quelqu'un se met en désobéissance civile, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui nous fait obligation, et cette loi, je veux la voir disparaître car elle est injuste, indigne ou produit de l'inégalité. C'est ça l'idée. Et je me mettrai constamment en désobéissance tant que cette loi existera parce que la condition n'aura pas changé. Faire vivre une question dans le débat public, c'est une dimension, alors par le français, par tout ce que je dis, c'est une des dimensions de la désobéissance civile. En ce sens, ces mouvements-là, le fait de dire on ne lâchera pas l'affaire, on sera toujours dans la rue, on n'ira pas à l'école le vendredi, et on ne vous laissera pas faire ce que vous faites, est une dimension de la désobéissance civile. C'est-à-dire ne pas laisser une question inerte dans le débat public. Qui porte cette revendication? À la limite, je dirais, c'est épiphénoménal. Et c'est vrai qu'il n'y a pas les quartiers. Mais en quoi ça disqualifie une action que, disons, les quartiers, comme on dit, ne soient pas là? En quoi? Je ne vois pas. C'est de la même manière, on va inverser le schéma. Quand les Gilets jaunes sont apparus sur la scène publique, personne n'a contesté la légitimité de leur revendication. Personne n'a été... Comment? Bon, alors ne rentrons pas... Enfin, on peut rentrer dans ce chapitre-là. On pourrait... En vérité, mon analyse de la société est que non. On reconnaissait la légitimité et précisément les discours qui essayaient de délégitimer les gens, c'était des gens qui étaient coupables de les délégitimer. Voilà. Pour les gens qui n'ont pas d'argent, dont on sait qu'ils n'ont pas d'argent, alors que nous, on a... Je pense, à part vraiment quelques charognes qui doivent exister quand même sur Terre, le fait que ces populations viennent vous dire à la télévision en face, je touche 800 €, comment je vis, je ne vois pas quelle personne humaine peut dire oui, c'est possible. Parce que je crois que ni Macron ni le Premier ministre n'ont dit que c'était possible, en plus. Donc, une sorte de légitimité quand même qui vient. Donc, que d'autres gens s'énervent, comme pour Greta Thunberg, que les vieux aigris, les vieux ronchons
se disent mais on ne va pas être dirigé par une jeune fille de 16 ans, autiste qui plus est. Bon, l'humanité, on peut être tolérant avec certaines marges de la société, d'un côté ou de l'autre. Voilà, je commence un petit peu à dérailler. Mais voilà, je pense que la question de qui porte la revendication, dans ce cas-là, et jusqu'à une certaine limite, n'est pas important. Et je suis même prêt à reconnaître, récemment, enfin, je vais vous dire une dernière idée fulgurante qui m'est venue. J'écoute la radio France Inter, une journaliste interroge quelqu'un qui est dans une manifestation d'Extinction Rebellion et qui dit cette chose-là. Elle dit, vous savez, le monde il est fait pour moi. Hein. J'ai de l'argent, j'ai un métier, je me porte bien, voilà, mais je ne supporte pas l'état dans lequel la planète est. Et qu'est-ce que ça m'a donné comme idée? Je me suis dit, tiens, c'est vraiment très étrange. C'est exactement comme mai 68. Alors peut-être ça va vous surprendre, je vais expliquer. Mai 68, c'est une situation dans laquelle les jeunes gens se sentent bien, sauf que, alors, vous me pardonnerez l'ensemble pour ceux qui sont plus, entre guillemets, politisés, je ne prends pas parti sur la dimension révolutionnaire du mouvement. Mais en gros, ce qui se passait dans la société, pour l'avoir vécu à titre personnel, c'est une espèce d'autoritarisme et de paternalisme complètement insupportable. C'était massivement ça, on ne supportait strictement pas le monde moral dans lequel on vivait. On faisait un monde où il y avait un écart terrible. Et à un moment, il y a une sorte d'étincelle qui arrive, on ne sait jamais comment ces mouvements naissent, il y a une étincelle qui vient et les gens disent on en a marre. On en a marre. Ça n'allait pas. On était obligé de baisser la tête, de dire bon, ben, c'est comme ça la vie, la société, donc on va faire l'armée, l'école, l'armée, l'usine, voilà, c'est notre destin. Puis et voilà, c'est comme ça, la vie elle marche comme ça, on ne pourra rien changer. Bon. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui dit ben non, on va relever la tête, on dit non, ça ne va pas ça. Ça c'est pas bon du tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un état de la société qui est en bouillonnement qu'on ne voit pas, qui est souterrain, les choses bougent, on ne les voit pas, et puis quelque chose va coaguler. C'est pareil pour les insurrections civiles en Égypte, en Tunisie, tout ça. Au Maroc, personne ne pense que ces sociétés peuvent bouger, ou en Russie, en l'URSS, on pense que c'est des trucs complètement bloqués, mais en fait, en vrai, la sociologue, ce qu'il sait, c'est qu'en dessous, les gens parlent, les gens existent, les gens vivent, les gens souffrent. Et donc, il y a un mouvement qui, soudain, comme un volcan, fait éruption. Et l'éruption de 68, on s'aperçoit que ces jeunes gens fliqués, qui avaient de l'argent, à qui tout était ouvert, ils se sentaient pas bien. Eh bien, je pense que le climat fait le même effet aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens... Voilà, mon hypothèse, c'est ça. C'est que les gens vont pas bien. Dans le milieu de travail, c'est insupportable. Les règles du boulot sont dégueulasses. On doit subir des choses complètement insupportables, indignes, injustes. On broie d'inégalité du matin au soir. Et puis il y a le climat, on nous dit, mais attendez, il faut changer la vie. Ah! Et soudain, les gens disent, ben voilà, toute la souffrance cachée, disons, le malaise qu'il y a, il se met, alors encore une fois, je m'excuse pour les gens qui ont une grosse théorie sur le climat, mais le climat sert de détonateur, d'étincelle qui va dire, ben voilà, tout le malaise qu'on ressent, on va le mettre on profite du fait qu'il y a l'urgence climatique. Donc, parce que l'urgence climatique, ce qui est intéressant dans l'histoire, et c'est vrai que c'est ça qui est formidable, et c'est pour ça que je défendrai cette parole tout le temps, c'est qu'au fond, la question, elle peut être le capitalisme à un certain moment, mais avant ça, c'est on va rediscuter de comment on vit. Est-ce qu'on vit normalement? Est-ce que c'est normal d'avoir des voitures? Est-ce que c'est normal de voyager? Est-ce que c'est normal de bouffer de la mer? Donc, la première question qui vient, c'est remettre à plat les modalités de notre existence en société. C'est génial, c'est quand même un moment incroyable où le débat public porte là-dessus. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça vous dit? Vous pensez que le sociologue est devenu fou? Bon. Bref, si une dimension de la question c'est remettons à plat notre mode de vie et voyons qu'est-ce qui est valable dedans et ce qui n'est pas valable, ce qui est une des dimensions, eh bien ça dit exactement ça, ça dit que ça ne va pas du tout comme on vit. Et donc, voilà, mon analogie avec mai 68, elle repose sur cette parole que j'ai entendue à France Inter, cette personne qui dit « Tout va bien pour moi, mais rien ne va bien ». Alors voilà, c'est pour ça que je pense que dans cette circonstance-là,
le travail des sociologues qui iraient voir qui sont les gens qui manifestent, à quelle catégorie sociale ils correspondent, tout ça, me semble vain. Parce que la parole est beaucoup plus forte que la distinction de classe dans ce cas-là. Qui existe, hein, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que vous dites, il y a des gens qui disent exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est à nous de descendre dans la rue parce que les gens des quartiers sont plus stigmatisés et plus maltraités par la police que nous. Et donc c'est à nous de le faire parce qu'eux ne peuvent pas le faire. Très bien. Bonsoir. Est-ce que selon vous... Qu'il y ait une diabolisation de la désobéissance. Il y a une diabolisation, enfin peut-être un rejet, enfin c'est un sentiment, je ne demande pas à ce qu'il soit partagé, c'est mon sentiment. Il y a un rejet très mécanique d'une série, j'allais dire des gens de droite, en gros, de tout ce qui trouble l'ordre. Tout ce qui trouble l'ordre n'est pas bienvenu. Qu'est-ce que c'est que ça de faire de la désobéissance alors qu'il y a le Parlement? Si vous n'êtes pas d'accord, vous prenez une carte d'un parti, vous allez dans le syndicat. Voilà. Faire de la politique, il y a des, comme disait l'autre, il y a des endroits pour ça et c'est pas dans la rue. Donc il y a, dans la question de la désobéissance, telle en tout cas elle est pratiquée aujourd'hui, et c'est vraiment autour des actions directes, non violentes, qui troublent l'ordre public. Que ça se fait, voilà, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas que leur quotidien soit dérangé. Comme pour les grèves des métros, de la SNCF, il y aura toujours des gens qui diront, enfin, les médias sont, disons, il leur arrive souvent, disons, de dire que les usagers sont dérangés. Pris en otage. Quand on demande aux usagers, en général, ils disent « Ah, je comprends très très bien pourquoi il faut ça. » Ça fait partie un peu de ce que je nommais le malaise des gens. C'est vrai que quand on regarde plutôt aujourd'hui le niveau d'acceptation des revendications des personnes, par exemple, les jeunes manifestent dans la rue, on demande à des gens, ils disent « Ah ouais, moi je suis assez d'accord avec cette raconte. » D'ailleurs, il y a quelques preuves, comme celle des proviseurs, enfin des directeurs d'école et de professeurs qui descendent avec leurs enfants dans la rue. Donc on voit bien que le front n'est pas uni sur la question de savoir si c'est bien ou pas bien. Donc voilà, il y aura toujours des gens qui... J'ai plutôt le sentiment qu'on respecte assez aujourd'hui les formes de revendication des personnes. Et un bon exemple, le bon exemple c'est en général les dernières énormes occupations, je pense à la Puerta del Sol en Espagne ou à Occupy Wall Street, tout le mouvement Occupy, mais même plein d'autres mouvements qui, au lieu d'énerver les commerçants, les riverains, à la grande surprise des gouvernements, les riverains et les commerçants étaient plutôt conciliants et d'accord avec ce que faisaient les gens. C'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les occupations ont duré si longtemps. C'est qu'au lieu de tabler sur le fait que les gens vont en avoir marre, ils se sont rendus compte que les gens, ils adoraient ça. Ils faisaient la fête, c'était génial, tout le monde venait danser, c'était super. Bon, et donc les gouvernements, quand ils se trouvent devant 500 000 personnes, comme ils étaient en Espagne, qui font la fête tous les soirs sur la place de la Puerta del Sol, c'est assez difficile pour la police d'intervenir. Donc on peut jouer le pourrissement, on peut attendre, voilà. On peut attendre par exemple qu'il y ait des bisbilles à l'intérieur des campements et donc il y a un mort, alors la police va intervenir, mais il manque de chance maintenant, les citoyens et les citoyennes qui font des campements sont devenus intelligents, donc ils font l'ordre eux-mêmes, comme en Algérie par exemple. En Algérie, il y a une manifestation, les gens nettoient après. On dit, ah ben tiens, il n'y a pas de motif, c'est formidable, c'est ces jeunes qui ont nettoyé après, quand ils sont passés. C'est pareil dans pas mal de campements qui se font, c'est-à-dire qu'on maintient un équilibre qui fait que plutôt le sentiment que j'ai, c'est que ça passe assez bien. Mais c'est peut-être mon sentiment, et donc je pense pas que c'est une très très longue réponse pour dire que ne vous inquiétez pas de la diabolisation, il y a toujours des professionnels de la diabolisation, mais ils ne parlent que pour eux-mêmes aujourd'hui, je crois. C'est mon sentiment. Alors, pour l'autre chose, la radicalité. Écoutez, avec donc Ulysse Rabaté, cette personne dont je vous parlais, là on réfléchit sur la désertion politique de la jeunesse.
fait qu'ils ne votent pas, qui trouvent que c'est dégoûtant, que... Et néanmoins, effectivement, ils sont dans la rue. Alors, tout le monde, les anciennes personnes qui aimaient bien que le monde soit agité par la protestation, disent, les jeunes sont de retour, alors, on aime bien, ils sont dans la rue, tout ça, ils manifestent. On croyait qu'ils étaient inertes, apathiques, indifférents. Eh ben non, ils ne sont pas. Bon. Alors, ça c'est une chose, de manifester, de montrer qu'on existe, d'avoir une expression de nature politique, c'est-à-dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec ce que les gouvernements font. Ça s'appelle une expression politique. Ça c'est une chose. L'autre chose, c'est comment organiser comment ça s'organise. Alors, on avait un vieux modèle qui était les partis et les syndicats, avec une hiérarchie, avec un vieux modèle qui date du début du XXe ou de la fin du XIXe, et qui a fonctionné assez bien pendant un siècle. Comme ça. Mais quand vous regardez partout les élections aujourd'hui, par exemple, le système représentatif, et ça c'est le sociologue qui parle en disant ça, c'est toute institution, elle est vouée à rouiller. Elle ne peut pas rester en l'état tout le temps. Et donc, en fait, une institution se dégrade parce que l'application des règles fait qu'on trouve beaucoup plus de moyens de contourner les règles que de les appliquer. Donc, toute institution se dégrade dans ce sens-là. Le système représentatif était une grande brèche qui permettait à la souveraineté populaire de s'exprimer et donc de décider qui allait être le gouvernement. Donc c'est ça l'élection, qui est quand même mieux que la monarchie ou que la tyrannie. Donc c'est la souveraineté populaire. Et puis en 2 siècles de souveraineté populaire, c'est devenu un champ professionnalisé. Il y a des conseillers en communication, il y a du marketing, il y a comment est-ce que je vais gagner des élections. Comment gagner des élections est devenu une profession. C'est plus devenu l'expression de la souveraineté populaire. Donc, je comprends tout à fait les gens qui s'abstiennent, dont vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux. Dans les régimes de système représentatif, c'est très rare qu'on ait plus que 50% d'électeurs. Donc on peut se poser la question que je me pose tous les matins. Et les 50 autres pourcents, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les 50 autres qui sont totalement indifférents à qui va diriger le pays? C'est une question qu'on peut se poser. Donc, je pense, sur votre question de la radicalité, j'aimerais bien avoir le sentiment que les jeunes générations fuient les idéologies parce que ça va les marquer comme des radicaux. Mais je ne pense pas que ce soit ça le phénomène. Je pense que les jeunes aiment bien être radicaux. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que précisément, ils font les actions directes qu'il faut. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose dans la jeunesse qui permet ça, qui permet de sortir de soi et de mettre son corps en danger dans certaines circonstances. Et donc la radicalité de ce point de vue-là, elle n'échappe pas, elle est même, disons, consubstantielle à l'état de jeune, pour dire ça méchamment. Et donc j'aimerais bien que si j'ai bien compris ce que vous dites, que les gens se disent on fait de la désobéissance pour pas qu'on soit taxé de radicalité. S'ils m'ouvraient leur cerveau et qu'ils me disaient c'est là que je suis radical mais je ne peux pas le dire, ça me plairait. Je crois que non, parce que justement les idéologies ont telles des confitures que je ne crois pas qu'il existe des idéologies qui rendent les gens radicaux. Si, il y en a. Elles sont en général plus représentées à l'extrême droite fasciste qu'ailleurs. Il y a un peu à l'extrême gauche des surjons d'une radicalité. La radicalité, il faut l'entendre comme étant le droit de recourir à la violence directe dans l'affrontement politique. Le droit de tuer ses opposants. Vous savez, en Angleterre, actuellement, ils sont dans une situation politique étrange. Qui ne plaide pas non plus tellement pour la grandeur de la politique. Oui. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que les jeunes refusent l'idéologie parce qu'ils ont peur d'avoir l'étiquette radicale sur eux? Non, je pense enfin, dans ce que je peux penser aujourd'hui, je pense que c'est simplement, c'est pas une question d'être radical, c'est que être politique ne convient pas. C'est-à-dire, être politique, ça veut dire j'ai une opinion et mon opinion est supérieure à la tienne. C'est ça que ça veut dire. Quand un militant vient, il essaie de convaincre quelqu'un, et pourquoi, en gros,
je me réfère à Ulysse Rabaté qui n'est pas là, ou à d'autres militants à qui j'ai parlé. Comment on peut réfléchir à cette situation où quelqu'un vient, il essaye de vous convaincre, et vous dites ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. Et donc moi, je l'associe à un phénomène dont je pense qu'il est important, qui est l'égalité des opinions entre les personnes. C'est-à-dire que la démocratie, elle a eu cet effet d'augmenter l'autonomie de jugement des personnes. Et on est dans une situation que beaucoup déplorent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui déplorent, qui sont des déclinistes, hein. Ils disent qu'il n'y a plus d'autorité, on n'écoute plus, qu'est-ce que c'est, n'importe qui a le droit à la parole, c'est quoi cette histoire. Bon. Mais la démocratie, elle a eu cet effet formidable de l'autonomie du jugement des personnes. Et l'autonomie du jugement des personnes, elle a un effet très très désastreux, c'est que chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. Et que je ne peux pas vous dire, vous avez tort. Un militant, armé d'une théorie, il vient avec une explication, et c'est son explication qui doit prévaloir sur l'autre. Donc il veut le convaincre. Et la difficulté du militant aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être convaincus. Parce qu'ils considèrent que tu as une opinion, j'ai la mienne, les deux se valent. Un militant ne pense pas ça. Un militant au sens armé d'une théorie, un militant au sens où il veut vous convaincre, pas un militant où il s'engage dans une action. D'accord ? Voilà, là j'ai trouvé une définition. Donc un militant, la personne qui s'engage dans une action, on va dire que c'est un militant d'Extinction Rebellion, je m'engage dans une action. Et puis il y a un militant qui veut convaincre l'autre et l'amener à adhérer à ses opinions. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'en fait, il est très compliqué, dans la situation actuelle, de faire adhérer à vos opinions des gens qui ne veulent pas y adhérer. Alors, je ne dis pas que le phénomène n'existe pas. En particulier, à l'extrême droite, on trouve, mais enfin, vous voyez le genre de dingue que ça recrute, qui vont sortir un flingue pour aller tuer des juifs, des musulmans qui leur déplaisent, par exemple. Donc il existe toujours, et il existera certainement toujours des gens qui peuvent être complètement baignés dans une idéologie qui va complètement structurer leur pensée. Ça existera toujours, mais ces gens sont peu nombreux, me semble-t-il. Donc la masse dans une démocratie, c'est des gens voilà, qui... C'est ma proposition. Elle est plutôt dans cette idée où mon opinion vaut ton opinion et tu n'as pas à m'imposer ton opinion. Cette condition-là rend difficile le travail de conviction d'un militant. Donc c'est ça la question de l'idéologie. C'est que si tu viens avec une explication qui est supérieure, c'est ça que j'appelle l'idéologie, c'est que je sais mieux que toi ce qu'est la réalité, et bien c'est compliqué à faire traduire. C'est déjà compliqué pour des profs à faire croire à leurs étudiants ce qu'ils racontent. Hein. Ils vont toujours sur Wikipédia pour voir si le type il n'a pas dit une connerie. Bon. Mais c'est encore pire dans le travail militant. Donc voilà, c'est ça en tout cas mon idée de l'idéologie. C'est j'ai une explication qui est supérieure à tout ce que tu peux penser et tu dois y adhérer, car elle est vraie. La question du débat sur qui a tort, qui a raison, dans un monde où toutes les opinions se valent, est compliquée. C'est très compliqué.